L'idée, c'est de se mettre en scène, déjà d'être debout. J'arrive pas à piger pourquoi les gens restent assis sur les animations à distance. Finalement, pourquoi pas abachi sur son canapé si je peux me permettre la provocation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 5e épisode de la Roomcast. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la visioconférence. La visioconférence, on en fait tout un tas tout au long de la journée depuis des mois maintenant et c'est parfois fatigant. Il y a une étude, on y reviendra peut-être, de l'université de Stanford qui est sortie il y a quelques jours sur le sujet, sur l'impact de toutes ces visios. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir un échange, une discussion autour de comment faire en sorte que ces visioconférences soient plus dynamiques, peut-être comment devenir une rockstar de la visioconférence. Quels moyens, alors que ce soit des moyens techniques, des moyens d'organisation. Et pour échanger, aujourd'hui, on est heureux d'accueillir avec Sanjay, Sarah et Nico. Sarah, je te laisse te présenter. Oui, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Moi, c'est Sarah. Je travaille chez Octo Technologies et on travaille surtout en méthode agile. Donc, chez nous, les réunions et les ateliers de co-construction sont au centre de notre travail. Et avec l'arrivée du télétravail et de la pandémie, on a dû se réinventer, on a dû idéer, on a dû trouver d'autres solutions que le présentiel pour interagir. Et je suis là pour ça, pour partager mon expérience avec vous. Merci beaucoup Sarah. Et toi Nico ? Eh bien, en fait, j'appartiens à une structure qui s'appelle Spidernet, qui est une vieille société qui a une vingtaine d'années et qui est active sur le secteur que l'on nomme le digital learning. Alors donc ça a été un peu, on en a discuté déjà plusieurs fois. Finalement, avec cette transformation, cette crise sanitaire, il a fallu tout réinventer, que ce soit les réunions d'équipe ou la formation. Peut-être que Sarah, bon, on va parler de matériel un petit peu plus tard, mais comment on aborde ça différemment quand du jour au lendemain on te dit bah non, en fait tes réunions, tes workshops, tu dois les faire à distance depuis ton salon. Est-ce que tu as des méthodes ? Oui, nous on a eu la chance quand même d'être bien outillés. On a tous un bon matériel et on est tous à peu près bien installés à nos domiciles. Donc techniquement, on n'a pas eu trop de soucis. En revanche, on s'est posé plusieurs questions et on a eu plusieurs échanges sur comment optimiser notre temps de présence en réunion versus le temps de focus sur la production de ce qu'on a à faire. Et on a eu beaucoup d'échanges sur comment animer et bien préparer des meetings, enfin des réunions, on ne veut pas faire d'anglicisme. Et aussi, on a eu plein de débats au sein de mes équipes sur l'importance, oui ou non, d'activer la caméra. Et on a fait pas mal d'échanges sur ce sujet. Bien, merci Sarah. Nicolas, et après on donnera la parole à Sanjay. Pour réagir à ce qui vient d'être dit, je suis complètement d'accord, c'est-à-dire qu'on a des équipements, on a plein de petites choses. Nous, c'est des choses qu'on pratique depuis longtemps, comme tout le monde, pour des réunions avec nos clients, parfois des soutenances de projets, mais aussi parce qu'on fait de la formation et que depuis le début de la crise sanitaire, on est invité à animer des formations à distance. Ça n'a pas complètement rebattu les cartes en quelque sorte, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, animer, évidemment, ceux et celles qui se lancent ont eu besoin qu'on leur communique quelques bonnes pratiques. Ce à quoi on fait face, c'est à la multiplication des animations à distance et qui ont une qualité, c'est qu'elles sont très très bien cadrées, et c'est leur défaut, c'est qu'elles se ressemblent toutes. Enfin voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Ah, c'est ça nous fait un bon départ. Mais finalement, Sanjay, est-ce que tu penses que ces visios, on peut les aborder sous un spectre plus production de contenu numérique ? Est-ce qu'on peut imaginer les choses différemment, comme le disait Nico, d'éviter la visio identique, voilà. Écoute, c'est vrai que la façon dont on communique à travers les outils de visio peut varier. Il faut faire preuve de créativité, c'est pas toujours très simple. Nous aujourd'hui, donc là je parle en tant que directeur de la spécialisation entrepreneuriat et innovation dans mon école de commerce qui est le SCE. Nous on a évolué sur une version hybride qui consiste à avoir certains étudiants parmi nous en présentiel et d'autres
à travers un outil de visio. Donc nous, on essaye de trouver un bon équilibre entre les deux, car les étudiants souhaitent aujourd'hui, être en présentiel, et certains ne le souhaitent pas, donc il fallait trouver un juste milieu. On n'a pas le droit d'ailleurs d'obliger les étudiants à revenir en présentiel. Et je rajouterais aussi que nous, on a une autre problématique, c'est la caméra. On ne peut pas obliger des étudiants à allumer leur caméra pour leurs cours. Donc, très souvent, on se rend compte que parfois, il y a un absentéisme un peu déguisé qui se manifeste. Alors ça, c'était un sujet qu'on en a parlé avec Sarah, cette histoire de caméra, est-ce qu'on l'active ou pas? Moi, je pense qu'à certains moments, on peut l'activer. Moi, notamment quand je tenais des cours, c'était, je les invitais à allumer leur caméra au départ pour finalement créer une cohésion de groupe, hein, parce que comme on est à moitié, alors toi en présentiel et d'autres à distance, moi je faisais du full distanciel. Finalement, cette caméra, est-ce qu'il faut l'allumer ou pas? Sarah. Alors, déjà, dans toute relation, le non-verbal est fondamental. Et pour un animateur, c'est encore plus fondamental de capter les feedbacks, les réactions des gens qui t'écoutent. Et de savoir si ce que tu vois, de voir quelqu'un qui fronce les sourcils, ça va te permettre d'ajuster un peu ton dialogue, ton discours et ta présentation. Si tu vois que les gens commencent à perdre un peu l'attention, à faire d'autres choses, pareil, c'est pour un animateur, pour moi, c'est essentiel de voir quelle réaction tu provoques. Et après, bien sûr, la question n'est pas d'imposer, mais de faire comprendre que pour un animateur, c'est ultra important. Et maintenant, il y a dans tous les outils comme Teams, Zoom, tous les outils qu'on a sur le marché, il y a la possibilité de flouter l'arrière-plan. Donc, il n'y a plus cette problématique de je ne veux pas montrer mon appartement, je ne veux pas montrer mon mec qui passe ou je ne veux pas montrer la couleur de mes murs. Il n'y a plus cette question-là. En revanche, il y a la question de est-ce que la caméra allumée m'impose une intention? En fait, c'est est-ce que ça me permet juste de prêter attention à la réunion ou est-ce que je me sens un peu contraint? C'est-à-dire, est-ce que ça me provoque du stress? Et c'est ça qu'il faut surtout ne pas hésiter à en parler. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Oui, non, de poser la question avant. Et si les participants ne sont pas à l'aise, trouver une solution. Comme par exemple allumer juste au début de la conversation ou juste allumer quand tu as quelque chose à dire ou laisser un temps assez long pour les personnes de réagir à ce que tu es en train de dire, d'avoir le temps d'allumer le micro et de dire quelque chose. S'il n'y a pas de feedback visuel, il faut qu'il y ait un feedback verbal. Alors, c'était un peu les conclusions de l'étude de l'université de Stanford. Alors, pour celles et ceux qui sont dans la room, j'ai partagé sur mon compte Twitter un article autour du sujet. Là, vous retrouverez quelques références et quand on parlera un peu de matériel ou de méthode, vous retrouverez ça sur un article que j'ai publié. Cette histoire de fond, oui, le fond, en fait, on peut mettre des fonds flous, on peut choisir ces fonds, on peut aussi se démarquer. Si on prend la question de la visio sous deux aspects, il y a effectivement le côté des personnes qui suivent la visio, qui vont participer à la réunion, mais il y a la question de celui qui anime, l'animateur de la réunion. Nico, là-dessus, toi, tu as plein d'astuces à partager avec nous. Comment tu vois les choses? On en a parlé déjà pas mal. C'est quoi? C'est du storytelling? Il faut vraiment y aller à fond? Ou comment tu gères ça, toi? Oui, alors comme l'a dit Sarah, c'est très juste. Il faut pouvoir se voir. Ça, c'est important parce que c'est ce qui se passe dans la vraie vie. On a quand même des interactions entre personnes. Donc, ces interactions sont verbales, non verbales. L'étude de Stanford que tu as citée est super intéressante parce qu'elle pointe du doigt l'exacerbation de ces retours non-verbaux du fait que la caméra se concentre sur le visage et qu'on devient hyper attentif à la réaction et que finalement, ça en devient quelque chose en fait très angoissant.
parce qu'on est tout le temps là à épier le regard de l'autre, parce qu'on ne voit que le regard finalement, ou ce que la bouche va pouvoir faire, ou le haussement d'épaule, parce qu'on voit rien d'autre que finalement ce format photomaton. Donc ça, c'est un peu un drame. Et puis pour embrayer, oui, moi je milite pour que l'on se mette en situation, que l'on se mette en scène, qu'on essaye de reproduire quelque part des conditions de, qui sont assez proches de celles que l'on va rencontrer quand on anime une formation, par exemple, puisque je parle de formation dans une salle, ou même quand on a un webinaire, si tant est que ça puisse voilà, être diffusé, contrairement par exemple à une conversation comme ici, mais même une réunion avec des clients, c'est-à-dire qu'on est souvent en fait 3 à 4 planqués derrière une webcam quand on est dans une salle de réunion, ou avec des espèces de caméras grand angle. On a tous l'impression d'être dans des bocaux ou des boîtes à chaussures, et on a quand même aujourd'hui, pardon, je fais un peu long, je vous promets de raccourcir, on a quand même aujourd'hui des matériels qui sont hyper accessibles à la fois financièrement et techniquement pour reproduire les conditions que l'on va emprunter, par exemple, aux productions audiovisuelles. Je ne sais pas si je suis très clair, mais on va y arriver. Je vois où tu veux en venir, Sébastien. On va parler effectivement un peu de matériel. Il y a un boîtier dont je suis tombé sous le charme qui s'appelle Latamini, et Nico fait aussi partie des personnes qui ont craqué sur ce produit-là. On va vous en parler dans quelques minutes. Ce lien, en fait, Sanjay, comment toi tu es arrivé à le créer en visio avec tes étudiants? Alors du coup, il faut pas, je veux dire, c'est la façon dont on s'engage aussi avec les participants visuels. Nous aujourd'hui, on essaye de continuer les travaux de groupe qu'on avait entrepris avant le Covid avec nos étudiants. Donc l'idée, c'est toujours d'être dans l'engagement, dans la co-construction, dans l'échange avec les étudiants, faire en sorte à ce que les étudiants en présentiel puissent challenger les étudiants en virtuel et vice-versa. Et qu'en fait, cette différence, cette interaction soit fluide, comme si tout le monde était dans la même pièce en fait. Voilà. Donc c'est comment on s'engage avec les gens en virtuel pour faire en sorte à ce qu'ils aient le sentiment d'être dans la même pièce que les autres. C'est un challenge et c'est pour ça que nous aujourd'hui on évite de proposer des contrôles continus ou des travaux individuels parce que c'est pas du tout compatible avec les problématiques de communication auxquelles on fait face aujourd'hui. Alors justement, avant de rentrer dans le matériel et les méthodes, les placements, les cadres, l'éclairage, tout ça, parce que ça c'est des choses qui sont aussi hyper importantes pour se démarquer. Sarah, tu prépares comment? Par quoi tu commences quand tu dis tiens je vais faire un workshop d'1 heure avec des équipes ou de 2 heures ou une réunion, comment tu t'organises? Alors, déjà, je voulais dire que je suis plus soit ce qu'a dit Sanjay, mais on va y revenir plus tard. Moi, comment je prépare mes réunions? En gros, je définis un agenda précis et un facteur de succès. C'est-à-dire, ma réunion, elle est réussie si tel ou tel élément est atteint. Et je le précise dans l'agenda, ce qui va permettre aux gens de savoir, premièrement, si l'événement a besoin de lui ou d'elle, et si la personne qui reçoit l'invitation a besoin de cet événement. C'est-à-dire, est-ce que le succès de l'événement n'est pas atteignable sans moi, ou est-ce qu'il y a des informations dans ce meeting que je n'apprendrai pas ailleurs, ou que j'apprendrai plus cher ou trop tard. Donc, c'est super important pour moi de définir quel est l'objectif de la réunion. Ensuite, je choisis un outil et je le teste avant. C'est-à-dire que je veux éviter à tout prix de me retrouver au début de la réunion avec un outil qui ne marche pas, avec les gens qui ne savent pas utiliser l'outil et éviter de perdre du temps au début. Ce qui fait démarrer de façon un peu triste ta réunion et ça casse l'ambiance pour la suite. Ensuite, je prévois un icebreaker, c'est-à-dire je mets les gens dans l'ambiance, je les fais sentir à leur aise. Et on fait un petit chat, on discute et puis on attaque. Je demande à chaque fin de réunion, un ROTI, un Return on Time Invested, pour voir si ma réunion était efficace, si elle était bien accueillie, si les gens ont passé un bon temps et si je peux refaire la même chose la prochaine fois. Si je dois m'améliorer. Je suis beaucoup dans l'amélioration continue. Et ensuite, je m'interdis de faire durer les points plus de 45 minutes.
C'est-à-dire que dans l'invitation, je dis, voilà, on prévoit 45 minutes pour parler de tel sujet. Si ça déborde, c'est pas grave, mais on évite de dépasser les 45, voire 60 minutes. Et ensuite, à la fin de la réunion, on débrief pour ceux qui ont des choses à dire, des feedbacks à faire pour mieux faire la prochaine fois. En fait, on retrouve finalement tous les codes d'une production audiovisuelle. Finalement, savoir savoir ce que l'on veut raconter, savoir à qui on s'adresse, organiser pour garder un bon rythme. Si on arrive sur notre boîtier fétiche, là, la thème mini, qui permet en fait, alors pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit mélangeur vidéo. Ça va vous permettre de faire des commutations entre différentes sources. J'espère que je vous ai pas perdu. Vous allez pouvoir choisir votre caméra, utiliser un iPhone, une GoPro, insérer un ordinateur, et vous allez surtout pouvoir aussi travailler sur le son. Mais ça, on y reviendra après. Ce boîtier, il est assez accessible en termes de budget et aussi en termes d'utilisation. Toi, c'est un peu un coup de cœur aussi, Nicolas. Ouais, complètement. En fait, déjà, ça rejoint finalement en fait un vieux délire qui est la vidéo mobile. Je vais essayer de pas tout mélanger, c'est-à-dire le fait d'exploiter son smartphone au maximum. Au début du premier confinement, je me suis dit, écoute, tu es formateur, tu vas dispenser y compris des formations à tes clients pour leur expliquer comment bien animer à distance. Je reste sur de la formation parce que je veux pas m'exprimer sur d'autres métiers, je suis pas pertinent là-dessus, mais je me suis dit voilà comment je vais exploiter le matériel que j'ai déjà, comment je fais juste pour raccorder des smartphones à mon ordinateur, et j'aimerais bien en avoir deux. Parce que ma formation, c'est pas juste un PowerPoint et un petit bout de webcam dans un coin. Et vice-versa. Et c'est là que, justement, un soir, et je m'en souviens encore, Sébastien, à 23h30, tu me dis, Nico, branche-toi. Et c'est là que tu me montrais ce boîtier, l'ATEM Mini, dont tu t'en étais procuré un exemplaire, et qui est, comme tu le dis, c'est un petit boîtier qui coûte moins de 300 €, 4 câbles HDMI pour pouvoir raccorder ce que l'on veut comme caméra qui se branche en HDMI, raccorder l'écran de son ordinateur pour pouvoir aussi utiliser le contenu que l'on a sur son ordinateur, raccorder des microphones et puis après bénéficier de plein de petites fonctionnalités pour faire en sorte de pouvoir en fait animer en multicaméra. Là, mon webinar, je suis dans une pièce de 40 mètres carrés tout à l'heure et bon, j'ai tout branché tant bien que mal, c'est la première fois, mais voilà, l'idée c'est de se mettre en scène, déjà d'être debout. J'arrive pas à piger pourquoi les gens restent assis sur les animations à distance. Finalement, pourquoi pas avachi sur son canapé si je peux me permettre la provocation. Voilà, l'idée est là, c'est-à-dire en fait cette volonté de retrouver un engagement corporel dans des animations à distance, parce que c'est ça qui en fait use le plus grand nombre, en tout cas moi dans mon métier puis avec mes clients, c'est qu'on est là assis à notre bureau à fixer du regard une webcam. Et ça manque de vie en réalité. Quoi qu'on fasse, c'est-à-dire brancher ou pas brancher la webcam, c'est plus un contrôleur de présence qu'un réel outil d'interaction. Maintenant, attention, je modère mon propos, bien évidemment. On n'est pas tous équipés. Ça nécessite d'abord du budget. Ensuite, les compétences s'acquièrent de plus en plus facilement. Mais oui, c'est pour ça que c'est un vrai coup de cœur pour ce boîtier, parce que c'est un ovni dans le paysage, même s'il existe des petits mélangeurs faciles à manipuler sur le marché, mais ils font tous au moins 3 ou 4 fois le prix. Donc voilà, c'est une vraie démocratisation des moyens de mise en scène quelque part d'une animation à distance. Et c'est là qu'il y a plein de choses à expérimenter. Je ne veux pas dire que c'est la solution miracle, absolument pas, mais ça nous ouvre un champ des possibles qui est vraiment, vraiment super intéressant. Alors là, donc du coup, on a les conseils de Sarah pour préparer sa réunion, les icebreakers, le timing, tout ça. On a la thème mini. Je vous ai mis pour celles et ceux qui nous retrouvent ou celles et ceux qui écoutent le podcast en replay, vous retrouverez dans les liens de l'épisode, les notes de l'épisode, un article qui reprend un peu tous les sujets qu'on est en train d'évoquer. Du coup, on a tout en fait. On a du matériel, on a des idées d'organisation. On se lance. Effectivement, moi, je suis assez fan de se mettre debout quand tu dois donner des cours ou avoir des visions un peu importantes pour rester dans une bonne dynamique. On commence par quoi après ? On a tout là sous la main. On fait quoi, Sarah ? On se lance ?
On se lance. Alors, on se lance et après, ça dépend. Si c'est une formation, si c'est un atelier de co-construction, si c'est une réunion, si c'est un point d'échange, ça dépend aussi de la typologie de visio. Ça dépend énormément. Mais pour ce qui concerne la formation, effectivement, il y a le temps où c'est le présentateur qui parle, qui présente quelque chose, mais il y a des temps aussi d'interaction. Donc, j'avais une question pour Nicolas. Comment tu fais à animer les échanges à distance quand tu es le seul à bouger, tu es le seul à être debout et tous les autres sont assis devant leur PC sans caméra allumée? Quel est ton secret pour ça? Alors, elle est super ta question, Sarah, parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour tout le monde, y compris dans des animations de réunion, c'est-à-dire, oui, comment on recrée l'interaction. On essaye comme je disais, d'essayer tous de se mettre en situation pour qu'il y ait évidemment le plus de dynamisme perçu et après il faut le dynamisme vécu. Donc forcément c'est par outils interposés, même si je ne veux pas parler de ce qui va se passer dans des échanges, dans des techniques d'animation. Tu évoquais les icebreakers. Il y a des petits moments comme ça que l'on peut créer pour animer la vie de groupe. Mais côté formation, le secret va résider dans une seule chose, c'est faire en sorte de s'outiller. Alors, c'est le secret. Non, pardon, c'est pas le secret avec un L majuscule et un S majuscule. Mais aujourd'hui, moi, j'ai trouvé des réponses dans le fait d'utiliser une multitude de petits outils qui vont permettre, en fait, d'interagir régulièrement. Si il y a quelque chose, je pense que l'on peut tous améliorer dans nos animations, c'est le fait de permettre aux participants d'être acteurs le plus possible et pas d'être spectateurs parce qu'ils ne sont pas derrière un écran de télévision, si je peux me permettre cette image, ils sont derrière un écran qui leur permet d'interagir et derrière un clavier, une souris. Et il faut continuellement, donc comme tu l'as dit, avoir son programme et puis à chaque étape de son programme, avoir une activité à faire donc collectivement avec tout le groupe ou en sous-groupe comme le permettent aujourd'hui la majorité des outils et pouvoir comme ça continuellement impliquer les participants dans ce qui fait l'objet du regroupement que l'on a en ligne. Moi, je parle de formation et puis c'est valable à l'occasion de réunions. Donc là, il y a une multitude de petits outils pour l'anecdote. S'il y a des personnes que ça intéresse, on avait au moment du confinement, du premier confinement, on s'était dit avec plein de confrères et consoeurs du métier, ça va être dur, venez, on fait quelque chose. On avait créé un petit collectif qui porte le nom d'un fléau dans notre métier, on l'a appelé Bouton Suite. Et vous retrouverez le nom de ce collectif sur LinkedIn. On a animé des petits webinars, mais surtout, on a mis en ligne plein de petits outils et qui ont la particularité d'avoir des versions gratuites. Et pour chacun, on a essayé simplement de positionner les activités que cela autorise. Et on avait fait ça on l'avait concrétisé plutôt autour de Noël, parce que ça avait donné lieu à un espèce de calendrier de l'Avent. Donc il y avait 24 outils utilisables tous gratuitement pour pouvoir en fait faire participer dans des moments à distance. Et voilà, je sais pas, j'aimerais beaucoup ton retour, Sarah, savoir si tu partages un peu ce point de vue et puis si tu as d'autres choses, ce serait super intéressant. Oui, merci Nicolas. Super ta réponse. Effectivement, moi je donne des formations aussi, des formations certifiantes, donc il y a beaucoup cette notion de s'auto-évaluer pour les candidats. Et à la fin de chaque module, j'utilise Google Forms avec des questions. Et ça permet aussi le débrief, ça permet aussi de voir les résultats en direct, de voir un peu, de demander aux participants de présenter sa réponse, d'évaluer un peu la compréhension du module. Et ça permet aussi d'éviter que ça devienne un monologue du formateur. La partie la plus difficile pour moi, c'est quand tu as une partie qui est à distance et une partie en présentiel. Je pensais à ce que disait Sanjay tout à l'heure. Lui, ça lui arrive d'avoir des étudiants qui sont dans la salle avec lui et d'autres qui sont à la maison. Donc, je voulais savoir, Sanjay, comment tu gères ça? Parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Et peut-être que c'est intéressant de partager ton expérience sur ce point. Ouais, alors du coup, c'est effectivement quelque chose de nouveau qui est compliqué à cerner au début.
je dirais qu'il faut avoir la patate, il faut avoir une positivité fois 10 par rapport à d'habitude pour que cette ambiance-là passe à travers le virtuel jusqu'aux oreilles de la personne. Donc, il faut avoir encore plus d'énergie dans la façon de présenter, dans la façon de s'engager. Donc, ça, je pense que c'est hyper important parce que c'est pas parce que les gens sont là qu'ils vont être de facto engagés. Hein. Et vu qu'il y a une barrière de communication entre toi, l'animateur, et le participant, il faut rajouter une couche de positivité pour que cette personne ait envie de rester accrochée le plus longtemps possible. Alors, il ne faut pas oublier qu'en plus, dans le cas d'étudiants, c'est des gens qui ont des temps d'attention qui sont un peu plus réduits. Je ne dis pas qu'ils sont moins intéressés, mais je dis que quand ils ont accès à des ordinateurs et à Facebook pendant un cours, c'est plus facile pour eux d'être distraits. Donc, c'est compliqué. Et parfois, ils enchaînent 6-7 heures de cours dans une journée. Et donc, ça veut dire 6-7 heures de cours en visio, quoi. Donc, c'est très, très compliqué pour les étudiants parce que même nous, dans une vie professionnelle, on passe pas autant de temps sur de la visio. Et c'est pour ça qu'ils plébiscitent aujourd'hui une formule hybride. Et pour nous, profs, à part cette énergie, à part essayer d'être créatif dans la façon de délivrer son cours, les choses n'ont pas forcément changé depuis. Mais merci beaucoup pour cette question qui est effectivement très pertinente. Et on voit la différence entre l'usage de la visio pour l'enseignement, l'usage de la visio pour ce que tu fais du travail dans un cadre professionnel. Avant de proposer à celles et ceux qui nous écoutent de monter, moi le comodal a été compliqué, mais cela dit, j'ai amené mon Atem Mini, j'ai branché des iPhones pour que les étudiants à distance me voient et qu'ils puissent aussi voir la salle pour essayer de créer une émulation, enfin recréer un groupe en fait. C'est compliqué en fait d'avoir 5 personnes sur Teams et 5 dans la pièce. C'était un peu chaud quoi. Si vous souhaitez venir échanger avec nous sur cette thématique, la thématique de la visio, comment devenir une rockstar de la visioconférence, n'hésitez pas à lever la main. Je vous rappelle que la room est enregistrée et voilà. Si Patrick qui veut nous rejoindre. Sébastien, je voulais juste réagir avant de laisser la parole à Patrick. Réagir sur ce que dit Sanjay, qu'effectivement, dans le monde professionnel, on n'est pas censé être 8 heures par jour en visio, mais malheureusement, ça arrive. Ça arrive pour certaines organisations certaines boîtes où on n'arrive pas trop à s'organiser, à gérer son temps, à optimiser le temps de réunion versus le temps de production. Et dans des structures agiles telles qu'est la mienne, quand on est souvent amené à se parler, on est obligé même de se parler entre nous parce qu'on est beaucoup dans la co-construction. On a mis en place un mini rituel, on appelle ça rituel dans le monde agile, je sais, ça fait un peu secte, mais c'est des réunions récurrentes où on se pose et on fait comme un point du temps qu'on passe en réunion. Et on se dit, voilà, chaque personne fait le point sur les 15 jours passés, sur les réunions à laquelle ils ont assisté. Et on les range en 3 colonnes. Est-ce que cette réunion a eu besoin de moi? Est-ce que j'ai eu besoin de cette réunion? Ou je ne sais pas. Et on fait le point. Et on essaie de faire en sorte que chacun arrive à avoir des temps de focus, de deep work, on appelle ça comme ça, pour ne pas perdre la motivation et surtout ne pas se sentir suffoqué par les meetings qui sont inintéressantes ou inutiles. Et donc, on s'autorise, on se donne le droit de ne pas aller à certaines réunions. C'est bien perçu, tant qu'on le dit haut et fort. Patrick est parti, c'est dommage. Il avait peut-être une question. Ouais, ce que je voulais... Alors, hop, là, voilà, on a invité Patrick. Donc, j'espère qu'il va monter. Il est là. Moi, ce qui me fait peur avec la visio, Sébastien, Sarah, Nicolas et maintenant Patrick sur scène, c'est que ça exacerbe ce phénomène de réunionnite.
on a eu tendance, en présentiel, à faire peut-être trop de réunions en pensant que ça nous permettait d'être plus productifs. Et en fin de compte, pas du tout. Ça ralentit la productivité parce que une réunion parfois a tendance à remettre un peu trop en question. Il faut faire attention à ce que la visio n'exacerbe pas ce phénomène-là de réunionnite et de culture de la surréunion. Je pense que ça, c'est aussi très important à prendre en compte. Et ce que Sarah a dit en dernière phrase, qui consiste à dire on ne doit pas se sentir obligé d'assister à une réunion, c'est très important parce qu'il n'y a pas que la réunion comme outil pour bien communiquer. Je pense qu'il y a d'autres moyens tout aussi intelligents et efficaces. Il faut juste les trouver et bien les utiliser. Alors, avant de revenir sur nos histoires de quels sont les bons moyens pour arriver à capter les gens, on va donner la parole à Patrick puis à Zougan. Patrick et Zougan, je vous rappelle que le podcast, la room est enregistrée. Je vous demande donc de donner votre prénom, votre nom et de dire si vous êtes OK pour être enregistré. Bonjour à tous, oui, absolument, je suis d'accord pour être enregistré. Donc moi, c'est Patrick le Geek. Donc bonjour à tous. Et en fait, moi, je voulais juste apporter un témoignage, puisque je fais aussi pas mal de réunions en vidéo. Donc vidéo off, puisqu'en fait, on fait principalement en audio. D'abord parce que au niveau de la bande passante, parce qu'on est souvent assez nombreux dans les audios. Et donc voilà, on privilégie le son par rapport à l'image. D'abord parce que beaucoup de gens sont pas très à l'aise sur le fait de l'image, puis ça consomme quand même énormément. Par contre, c'est vrai que par rapport à toutes ces réunions physiques qu'on avait avant, il faut vraiment changer le mode de réunion, il faut vraiment participer, comme le disait Sarah, comme vous le disiez tous, je crois, avant, bien préparer la réunion, je pense que c'est hyper important, et n'assister finalement à la réunion que si véritablement on est concerné, parce que sinon, on va finalement perdre du temps sur d'autres tâches. Voilà un peu le ressenti. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de réunions qui s'organisent comme ça. Physiquement, avant, on n'y allait pas nécessairement. Mais là, c'est vrai qu'on est plus porté à aller à toutes ces invitations des réunions. Et donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Zougan, Alors, bonjour à tous, Zougan Hafez. Ok, j'accepte l'enregistrement, pas de problème. Alors moi, c'était aussi un retour, et pour dire que justement la réunion comme ça, nous, dans notre organisation, on s'est rendu compte que donc, on s'organisait mieux, on passait un peu moins de temps, et parfois la réunion était moins inutile qu'avant. On allait droit au but. Enfin, pas pour toutes les équipes, mais ça commence à venir en fait. On diminue le temps et on va droit à l'essentiel. Donc, alors, si je comprends des bien, agiles où on peut être ou des trains safe ou des safe, ou des projets en mode safe. Là où peut-être c'est important d'être tout le temps là. Nous, dans des réunions que je fais, où je participe, justement, on a réduit le temps et on va directement à l'essentiel. Donc, ça veut dire que la visio te permet d'être plus productif que les réunions en présentiel. Alors, je pense que c'est pas la vision elle-même, c'est plutôt le mode de télétravail, le fait que tu es à distance. Du coup, tu te concentres mieux sur ce que tu vas dire. D'accord. En effet, le télétravail, on l'a vu on le voit, on le constate, il y a ce sentiment il faut que je démontre que je suis en train de travailler, il faut que je démontre que je suis en train de faire quelque chose. Donc, je vais à la réunion pour dire, voilà, je suis là. Or, pour moi, les questions qu'il faut se poser vraiment, c'est quelle est la conséquence de la chaise vide ? Est-ce qu'il y a une conséquence par rapport au fait que je n'aille pas à la réunion ? Est-ce que si la réunion a besoin de moi, est-ce que je peux me faire représenter ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce qu'on peut asynchroniser ? Est-ce que je peux faire en sorte de briser la dépendance ? Pourquoi les gens ont besoin de moi ? Est-ce que je peux autonomiser les autres sur tel ou tel sujet ?
Si moi j'ai besoin de la réunion, se poser la question du pourquoi j'en ai besoin, pourquoi je dois être au courant de quoi, est-ce que je dois me protéger de quelque chose, oui ou non, et c'est important d'adresser ces enjeux et de voir si on peut les adresser autrement. En gros, c'est de se passer du besoin. Et si on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas si tu dois y aller ou si tu peux ou pas ne pas y aller, comment je peux poser la question ? Comment je peux faire en sorte de libérer la parole, de me sentir libre de poser la question. Et l'important, c'est de se sentir bien et d'être le plus productif possible et de ne pas stresser. L'humain au centre de l'attention, toujours. Je pense qu'il est important aussi de recréer une machine à café, soit pour les équipes, donc en tant que manager, ou bien une personne de l'équipe qui entraîne l'ensemble des personnes qui appartiennent à l'équipe. Et puis, de faire le mood du jour, donc par exemple avec Klaxoon, un outil comme Klaxoon qui permet en fait de faire un nuage de mots pour voir un petit peu comment les gens sont aujourd'hui, et puis faire un icebreaker, voilà, avec ses équipes. Alors, pas forcément tous les jours, mais tous les 2-3 jours, pour maintenir un petit peu recréer ce qui se passe autour de la machine à café. Ouais, c'est trouver les moyens finalement pour recréer d'une cohésion de groupe, recréer du lien. Moi, il y a un truc qui me rend dingue, c'est quand des gens font des visios et quand ils parlent, ils ne regardent pas l'objectif. C'est vraisemblablement lié au fait qu'on a envie de se regarder en permanence. Mais c'est quand même fou, on ne regarde jamais ça. Je ne sais pas comment vous faites. Alors Nico, je sais qu'il le fait bien, mais toi Sarah, comment tu fais quand tu prends la parole dans une visio? Tu regardes l'écran pour voir les réactions des gens, ou tu regardes, tu fixes ton objectif? Il y a deux choses. Il y a des fois où je présente un support, donc là clairement je regarde mon support. Et quand j'ai pas de support et je parle juste avec des gens, je regarde les gens. En fait, je me dis comment ça se passerait dans la vraie vie. Oui, je regarderai les gens dans les yeux, mais là, je peux pas les regarder je regarde dans les yeux, mais pour les regarder dans les yeux, il faut que je regarde leur image. Et eux, et les personnes qui m'observent, ils voient pas en revanche que mes yeux. Enfin, je sais pas si je suis claire. Les regards ne se croisent pas, mais je trouve que c'est pas grave. Moi, le plus gênant, c'est les bruits de fond, les bruits, le micro qui fonctionne pas, est-ce que tu m'entends, est-ce que tu es là, ou la personne qui a oublié d'allumer son micro et on sait pas s'il est en train de parler ou pas. C'est ces moments de gêne qui sont plus difficiles à gérer pour moi. Tiens, avant de donner la parole à Caroline qui nous a rejoint, c'est que là, on n'en a pas encore trop parlé, mais la question du son, en fait, Nicolas vous disait, oui, mais moi je fais mes interventions debout. Ouais, mais debout, ça veut dire quoi? Ça veut dire un câble, un fil qui passe, tu te prends les pieds dedans. On va donner la parole à Caroline et on reviendra sur cette question de son avec Nicolas. Il a deux, trois choses à partager avec vous, je pense. Bonjour Caroline. Bonjour. Je te rappelle, voilà, le principe c'est que la room est enregistrée, excuse-moi, je te coupe. Il faudrait me donner ton prénom, ton nom et te dire si tu es OK pour être enregistré, et pareil pour Stéphane. C'est à toi. Eh bien, j'allais y aller puisque j'écoute depuis le début. Donc, je m'appelle Caroline Serrossier et je suis OK pour être enregistrée. Moi, j'arrive un peu sur votre room. Merci d'ailleurs pour cette room qui est super intéressante, en tout cas en ce qui me concerne. J'arrive plus via le loisir, en fait, parce que là, on parle beaucoup de visio professionnelle. Et moi, je m'intéresse beaucoup à la visio sur le loisir, puisque je m'apprête à lancer quelque chose qui demande la visio. Et alors, déjà, je voulais réagir sur cette histoire d'objectif, de regarder l'objectif. Je me suis souvent fait la réflexion qu'effectivement, quand on regarde l'objectif, la personne qui est en face a vraiment le sentiment d'être regardée dans les yeux. En revanche, c'est hyper dur parce qu'on ne voit pas la réaction. C'est très difficile de regarder l'objectif et de regarder en même temps les gens qui sont en visio, en fait. Donc, si vous n'avez qu'une seule personne, ça va. Moi, par exemple, je suis sur des visios d'à peu près 10 personnes. C'est compliqué. C'est-à-dire que quand je commence à regarder dans l'objectif, du coup, je suis sur ce petit clignotant en haut de mon écran. Mais du coup, je ne suis plus sur les visages qu'il y a sur l'écran. Donc ça, c'était la première petite remarque par rapport à ce que vous veniez de dire. Et alors, j'avais une autre question. J'ai entendu parler d'icebreaker. Je suis désolée, moi, je suis vraiment toute nouvelle sur ce genre de choses. Qu'est-ce qu'un icebreaker? Est-ce que c'est quelque chose qui permet de ponctuer la réunion? Sarah, c'est une question pour toi. C'est une question pour Sarah.
Alors, icebreaker, c'est tout simplement, c'est glace, breaker, c'est briser, casser la glace. C'est-à-dire que c'est un moment où en général, on le fait au début d'une réunion, au début d'un meeting ou à la reprise après le déjeuner d'une formation, par exemple. C'est de démarrer sur le bon pied. Et il y a différents jeux qu'on peut faire. Il y en a plein sur Internet. Vous pouvez chercher modèle de icebreaker. C'est simplement, ça peut être simplement demander quel est ton état d'esprit en ce moment, est-ce que tu vas bien, comment tu te sens, ou faire des jeux, des courts jeux de dessin ou des courts jeux de devinettes, ou simplement chacun raconte une blague. C'est un moment convivial de jeu et de partage qui ne doit pas durer plus de 10 minutes. En général, après, ça dépend du nombre de participants, mais c'est une façon de briser la glace et de mettre les gens en confiance. Merci beaucoup, Sarah, pour la réponse. Alors sinon, le mood est très intéressant aussi parce que ça permet de voir comment les gens sont et d'entamer une conversation informelle de leur état d'esprit de la journée. Et ça peut être aussi intéressant pour après orienter les sujets qui vont venir. Oui, et pour compléter, vite fait, désolé Sébastien, je t'ai coupé, il arrive parfois que quand tu lances une formation, les participants ne se connaissent pas du tout entre eux. Donc c'est aussi un moment pour faire en sorte que les gens se connaissent. Donc simplement, voilà, moi c'est Sarah Bianchi, je travaille ici, j'aime ça, j'aime aller skier, voilà, ma passion dans la vie c'est ça, etc., etc. Ça permet de créer un lien entre les personnes qui ne se connaissent pas forcément. Alors, et je vais répondre pour toi, Caroline, sur l'objectif. Effectivement, tu ne vois pas les personnes. Moi, ce que je faisais, c'est que je mettais mon écran vraiment juste sous l'objectif. J'avais vraiment fait un système pour mettre l'écran sous l'objectif avec du matériel que j'ai détaillé dans un article. Et il y a d'autres solutions, si vraiment tu veux passer à l'étape supérieure, c'est d'utiliser des téléprompteurs ou des retours avec, comme un prompteur en fait. Tu vas placer ton retour de ta visio avec un système de miroir sous l'objectif et du coup tu regarderas comme à la télé en fait quand ils lisent le prompteur, le regard est vraiment axé sur la caméra et ils ont le retour du texte et là tu peux faire la même chose avec ton retour visio. On va donner la parole à Stéphane. Stéphane, prénom, nom et si tu es OK pour être enregistré. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Roeg Stéphane. Je suis développeur web en alternance dans une entreprise qui s'appelle Loomis. Et du coup, je voulais en fait donner quelques tips. Je suis OK aussi pour être enregistré. Et en fait, je voulais donner quelques tips. Du coup, vis-à-vis en fait de l'animation d'un cours, nous, du coup, actuellement avec le confinement, on est totalement en visio. Et il y a des outils qui sont assez pratiques pour pouvoir animer un peu plus un cours. Par exemple, si vous avez un cours où vous savez que vous souhaitez poser des questions de temps en temps pour savoir si, par exemple, les élèves ou les participants suivent encore, sont là et essayent d'être même un peu animés et se prennent au jeu à répondre aux questions. Il y a des outils, par exemple, comme Kahoot. Kahoot, en fait, permet de créer une sorte de collection de questions. Et vous allez les enregistrer, les préenregistrer, préparer les réponses. Et ensuite, vous allez donner un pin de Kahoot qui va permettre, en fait, à tous les participants de se connecter sur ce questionnaire-là. Le questionnaire, en fait, se lance uniquement quand vous décidez de lancer la question. Et ce qui est pratique, c'est que du coup, il y a un sort de système de points qui fait que, au fur et à mesure qu'on répond bien aux questions, et sans mauvaise réponse, on cumule des points. Et dès que, par exemple, on a une mauvaise réponse, on peut perdre un peu de points et il y a un sort de classement. De classement, voilà. Une sorte de classement et qui fait que on se sent un peu en compétition, tout le monde veut essayer d'atterrir en haut. Enfin, c'est assez sympathique et ça permet vraiment de bien animer une réunion. Alors, après, quand vous parliez de la problématique de regarder dans la caméra et vos écrans, en fait, la plupart du temps, la plupart des gens bossent sur un ordi avec la webcam déjà intégrée. Moi, ce que je conseille quand même, c'est que pour éviter d'avoir l'air de concentrer sur un PowerPoint qu'on est en train de lire ou de présenter,
c'est en fait tout simplement de prendre beaucoup plus de recul. Parce que le regard se voit beaucoup moins lorsqu'on est très loin, c'est-à-dire au moins à 60-70 cm de l'écran. Même si vous regardez votre document, on ne le verra pas. Nous, on le voit. Moi, je sais qu'en tant qu'élève, on le voit tout de suite quand un prof passe son temps à lire son PowerPoint. Donc, voilà, des petits tips comme ça, je pense que peut-être que ça vous plaît. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent, j'ai épinglé un tweet sur mon fil Twitter où justement on parle un peu de tout ça avec une petite vidéo qui donne quelques astuces, notamment remonter son écran d'ordinateur pour éviter d'avoir le regard bas, bien s'éclairer, c'est plutôt se mettre face à la lumière qu'à contre-jour. On a beaucoup de visio où les écrans sont enfin, on voit les narines, hein, c'est ça, les narines des gens et puis les regards fuyants. Et merci pour toutes ces infos, Stéphane. Sur la question du son, bon, si on revient un peu pour la petite dizaine de minutes qui nous reste à partager ensemble sur ce sujet-là, sur notre boîtier fétiche avec Nicolas, là, l'ATEM Mini. La question du son, Nicolas, pour moi, elle est primordiale. On a encore beaucoup de visio où le son est pris par l'ordinateur. On peut faire quoi avec ATEM et sans ATEM? Quels sont tes conseils? Ben, avec ATEM ou sans ATEM, ouais, ça dépend de ta mise en scène, si tu veux. J'aime bien utiliser cette expression. Et je peux me la jouer un peu radio FM. Et oui, là, je peux rester derrière mon ordinateur, toujours en étant debout, avec une table haute et puis avec un joli micro, comme on le voit chez les youtubeurs. Ça donne donc évidemment à plus de présence à la voix. Il y a une immobilité du corps, donc, mais en revanche, c'est compensé par une voix qui est vraiment très présente parce qu'on aura des bons micros bien ronds et ça ira bien. On peut donner plusieurs références là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, puisqu'on parlait en fait du fait de se mettre debout, de pouvoir se déplacer, d'être en multicaméra, le multicaméra, c'est pas juste pour faire, par exemple, un plan large, un plan serré. C'est aussi pour pouvoir tout bonnement faire un plan sur un espace, un endroit particulier que l'on aura aménagé parce qu'on aurait des choses à montrer. Si je travaille dans le monde des cosmétiques, et c'est un exemple réel, il faut que, à l'occasion de mes animations, puisque je vais parler de différents produits, je puisse switcher sur une caméra qui va me mener vers un plan de travail. Et là, je vais pouvoir montrer les différents produits, les applications sur la peau, etc., etc. Donc, dans ce cas-là, je vais utiliser un micro sans fil pour répondre à ta question, ou même un micro-cravate filaire avec une grande rallonge, mais je cours le risque de me prendre les pieds dedans quand on est maladroit comme moi, et puis c'est tout de suite désastreux. Alors on se rattrape toujours, on rebranche le micro, il n'y a pas de souci, mais pour compléter l'arsenal, si on se dit qu'il faut investir un peu d'argent pour ces animations qui vont maintenant évidemment perdurer, elles existaient avant, hein, aujourd'hui on en fait une surconsommation, mais elles vont continuer d'exister. Ça vaut le coup d'investir dans un petit micro sans fil. Il y a plusieurs fabricants, il y en a un peu à tous les prix. Et voilà, je ne doute pas un instant que tu citeras le fabricant australien Rode qui fournit un petit duo qui est très très bon. On trouvera des marques un tout petit peu moins chères comme Saramonic et on trouvera même chez Boya des micros sans fil, émetteurs-récepteurs encore moins chers pour se dire que oui, on est debout et puis on peut bouger. C'est-à-dire on peut être sur scène et ça rejoint un peu le titre de ta room aujourd'hui, c'est devenir une rockstar, c'est-à-dire c'est être sur scène et pouvoir animer, être en spectacle, donc animer ce que l'on a animé. Ouais, pardon, vas-y Sarah. Je dois vous abandonner, je vous demande pardon, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup Nico, à plus tard. Merci. Salut. Nicolas, merci infiniment. Sanjay, tu voulais... Ouais, alors moi du coup, une petite recommandation, c'est oui, vous êtes la rockstar de la Réunion, vous avez tout bien organisé. Si vous qui gérez comment dire la fluidité de la Réunion, mais je pense qu'il faut aussi savoir écouter les autres personnes et les interlocuteurs. Donc, il est important aussi parfois de demander s'il n'y a pas des feedbacks ou des commentaires pour inciter à l'échange. Parce que effectivement, c'est bien d'avoir un modérateur, un animateur, mais il faut aussi pour que la visio soit intéressante, enrichissante pour tous,
que les gens puissent se stimuler, se challenger entre eux également. Et je pense que ça, c'est très important. Et que on prenne le temps d'écouter certaines personnes, que le temps de parole permette à quelqu'un, que le temps de parole soit suffisant afin de permettre à quelqu'un d'être expansif dans sa façon de réfléchir, et ce qui permet aussi de ce fait aux autres personnes de penser à d'autres idées et de rechallenger, de reposer des questions derrière. Je pense que c'est très important. Oui, c'est vrai, Sanjay. Et je voulais aussi compléter. Moi, j'ai jamais été très très bonne en prise de parole en public, et je me suis un peu améliorée avec le temps, en lisant des bouquins, en regardant des vidéos sur Internet, etc. Et en enregistrant mes formations ou mes réunions. Je m'enregistre et je me réécoute et je vois si ma voix, elle change de ton. Au-delà du son, il y a aussi comment on dit les choses, comment on présente. Est-ce qu'on est engageant? Est-ce qu'on est, pardonnez-moi le terme, sexy? C'est-à-dire que est-ce que ma façon de parler, ma façon de présenter un sujet est intéressante? Est-ce que les gens ont envie de m'écouter? Et ça aussi, c'est super important. D'ailleurs, je vous conseille ici sur Clubhouse d'aller le dimanche soir sur une room qui est animée par Bertrand Perrier. C'est un avocat qui est fort dans ce domaine et qui donne plein d'astuces sur la prise de parole en public. C'est super intéressant. C'est un expert de l'éloquence et d'ailleurs, c'est lui qui est l'organisateur du concours d'éloquence de HEC. C'est ça. Non, et puis ce qu'il faut bien voir, c'est que vous pouvez cumuler votre visio avec d'autres outils. Et par exemple, Klaxoon, mais il y en a plein comme ça, qui permettent en fait d'enchanter toute cette animation. Et bien évidemment, il n'y a pas qu'un seul format. Tout dépend le type de réunion que vous avez, parce que ça peut être du brainstorming, ça peut être une réunion où une personne parle principalement et après on fait des questions-réponses. Et ça, c'est bien aussi de voir le formatage au départ que vous allez mettre en œuvre. Je mettrai dans les notes de l'épisode et sur mon article là, le calendrier que Nicolas avait fait avec son collectif, parce qu'il y avait vraiment tous ces outils-là, des outils pour générer de l'interactivité, poser des questions, enregistrer des sons, enfin voilà, tout un tas de choses. Pour continuer pour finir bientôt d'arriver à l'heure, sur la question de la scénarisation, on a parlé tout à l'heure un petit peu des fonds d'écran, fond vert ou pas fond vert en fonction du matériel que vous avez. Quel genre de fond d'écran vous préconisez ou vous utilisez dans vos visios finalement? Est-ce que c'est des photos de plage, des photos de vacances, des photos de votre bureau, ou des photos par défaut des logiciels de visio? Sarah? Alors moi, en général, je floute simplement. Alors parfois, je laisse tel que je mets pas de fond d'écran, ça dépend des personnes avec qui j'interagis. Parfois, je floute et parfois, j'utilise une image que mon entreprise a créée. Avec le logo de la boîte, ça dépend si j'ai des calls avec le client. On a l'option aussi de définir une image et d'uploader, de charger une image que toi tu crées avec ton logo, ton identité, quoi. Et voilà, c'est tout pour moi. Moi, je voulais juste rajouter une chose. En fait, vous avez des facultés techniques sur les outils, comme par exemple la poursuite sur Microsoft Teams. On le sait pas forcément, mais il y a un certain nombre de caméras, même des caméras internes, suivant les ordinateurs, qui permettent en fait ce genre de choses. Donc il y a comme ça dans les logiciels de visio des spécificités. Sur Zoom, je sais pas si ça y est, ou même la présentation un peu comme dans une classe en fait, où vous êtes les uns au-dessus des autres dans un amphithéâtre. Donc il y a différentes façons de présenter les choses. Donc ça peut être intéressant aussi de tirer parti de ces spécificités. Et par exemple sur Zoom, donc quand tu me parlais effectivement du fond d'écran
d'écran. Vous avez même la possibilité d'avoir des avatars. Vous avez des extensions Zoom qui vous permettent non seulement, donc c'est plus vous en fait, hein, mais c'est un avatar qui est représenté. Et donc ça peut être sympa dans la phase de Icebreaker ou des choses comme ça, quoi, pour rendre un peu plus gai votre vidéoconférence. Alors moi, du coup, mon parti pris, c'est juste de faire attention à ce qu'il y a derrière et de bien cadrer, parce que les fonds d'écran, parfois, sont quand la personne est devant un fond d'écran, on voit qu'il y a une très mauvaise qualité entre la personne et le fond d'écran, en fait. Et que ça dépend aussi des vêtements qu'il porte, de la couleur des vêtements, du fond d'écran. Et parfois, ça fait pas du tout quali. Donc, à mon sens, moi, mon conseil, qui va un peu à l'encontre de ceux de mes camarades, et j'en suis désolé, mais c'est de flouter, ou juste de prendre 5 minutes dans un temps de prépa, hein, c'est ce que Sarah disait, pour être bien sûr que c'est bien cadré et qu'on ne voit pas le séchoir de linge, par exemple, en visio, ou qu'on ne voit pas la pile de vaisselle dégueulasse en fond d'écran. Voilà. Mais sinon, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Ouais, ça fait partie de la préparation, en fait. Il y a la préparation, l'organisation, comme le disait Sarah tout à l'heure, mais tout cet emballage, ce papier cadeau, finalement, la manière, le cadre, la manière dont vous êtes éclairé, si vous en faites régulièrement, c'est aussi intéressant d'avoir un petit panneau de lumière pour vous éclairer. Vous serez plus présent et on vous verra mieux. Caroline, toi, tu utilises quoi donc pour tes prochaines visios? Quel va être ton fond? Comment tu vas gérer ça? Comment tu vas gérer le cadre? Merci de me redonner la parole. Alors justement, c'est une vraie question, mais j'en avais une autre pour vous. Pour l'instant, en fait, le cadre des visios, il est un petit peu différent parce que les visios sont ponctués en fait avec des moments où on ne voit que la marque. En fait, je suis en train de lancer un club de rencontres pour les plus de 40 ans qui n'était pas voué à être sur Zoom. Hein. C'était quelque chose qui devait remettre le présentiel à l'honneur, mais pour l'instant, on s'adapte. Et donc, il y a des moments où les gens sont en caméra off ainsi que moi. Des moments où les caméras sont allumées. Quand c'est en caméra off, on a un visuel avec la marque du club. Moi, en l'occurrence, mon fond moi, pour l'instant, c'est une vraie question. C'est-à-dire que j'ai testé, je suis sur Zoom. J'ai testé quelques trucs, mais je trouve que la qualité est vraiment pas belle. Dès qu'on bouge, il y a des choses qui sont pas jolies. Donc, par contre, je savais pas qu'on pouvait flouter. Donc là, pour le coup, c'est une très bonne info pour le moment. Et alors, si je peux me permettre, j'ai une petite question aussi parce que je voulais savoir comment vous faites, si jamais vous vous en servez, des salles d'attente. Que pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'outils sur lesquels les salles d'attente peuvent être où on peut faire quelque chose, où on peut passer de la musique ou un petit film, etc. Alors, peut-être que vraiment, je n'ai pas cherché là où il fallait. Mais sur Zoom, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est très, très réduit. Voilà. Alors je crois... excusez-moi. Vas-y, pardon. Zoom, je connais un peu moins. crois qu'il y a une extension pour Zoom qui permet de faire ça, qui n'est pas une extension Zoom, hein, parce qu'il y a tout un tas d'extensions pour Zoom. Et il me semble avoir vu ça. Il faudrait faire une recherche. Mais ça dit pour tes accueils, en fait, moi, ce que je commençais mes cours, j'ai commencé, alors ça, on n'a pas parlé aussi, commencer sa visio peut-être 2-3 minutes avant, le temps que les gens se connectent, un peu comme on le fait sur Clubhouse pour accueillir l'audience. Utiliser de la musique, tu peux la mettre, ta musique, et après, tu prends la parole. C'est aussi les avantages du boîtier dont on parle depuis tout à l'heure, hein. C'est que tu as une partie console audio, tu peux mettre une boucle qui tourne ou mettre une image arrêtée le temps que les gens se connectent. Ce que tu as par contre après dans Teams, tu as la possibilité de faire des sous-groupes pour que les gens puissent se retrouver dans des petits espaces de discussion. Sur Teams aussi. Ouais, sur Teams, ouais, c'est ça, ouais, sur Teams, ouais. J'ai dit Teams, sur Zoom aussi. On s'y perd. Enfin, globalement, ils ont tous à peu près repris les mêmes fonctionnalités. Donc ça, c'est pareil, c'est aussi un moyen à un moment donné de dire aux gens, bah voilà, vous allez bosser sur un sujet pendant 2 ou 3 minutes et on se retrouve dans un petit moment. C'est aussi ça qui va générer de la cohésion de groupe et du lien entre vos intervenants.
Ok, merci. Et avant de clôturer, Sébastien, parce qu'on arrive à la fin, moi je dis oui à l'humour. C'est-à-dire que les réunions, quand elles sont trop sérieuses, quand on se prend trop au sérieux, ça devient vite ennuyant. Donc de temps en temps, essayer d'être d'être un peu funky, un peu fun. Et ça permet aussi de faire sourire les gens. Et quand tu vois que ton public sourit, ça te donne de l'énergie et tout se passera au mieux. Oui, ça. Et faire des pauses, et éviter les trop longs monologues, faire des pauses, quoi, pour que justement la personne puisse laisser de l'interaction. Exactement. Et bien, effectivement, on vient de passer l'heure. On va se quitter sur, comme d'habitude, la petite musique, pour se quitter tranquillement. Je vous invite, si vous le souhaitez, à partager ce podcast, à nous retrouver pour d'autres aventures sur Clubhouse. Donc partager, commenter, mettre des étoiles. Sur la petite minute qui nous reste, Sarah, si là tout de suite maintenant tu devais donner 3 conseils pour devenir une rockstar de la visio, qu'est-ce que tu nous dirais ? Une rockstar, c'est bien se préparer, se détendre et se lancer. Merci Sarah. Et Sanjay ? Pour moi, c'est vraiment... bien présenter la chose, être engageant, avoir du punch, vraiment avoir de l'enthousiasme et voilà, partager cet enthousiasme avec les autres.